Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Gibaud. Bonjour Guillaume. Salut Frédéric. Alors, tu as découvert l'entrepreneuriat tôt dans ta carrière. Tu as sauté dedans même à pieds joints. En 2011, tu as fondé le Slip Français, une marque de sous-vêtements pour hommes de fabrication 100% française, comme son nom l'indique. Alors, c'est un ovni dans l'industrie textile. Fabriqué localement, c'est pour toi même une thèse macroéconomique, une mission à partager avec le plus grand nombre. Tu tisses chaque jour les mailles d'une industrie textile locale, Joli. responsable, éco-sourcée et innovante, rien que ça. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour aller explorer ton parcours, mais aussi tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur la route. Ce sera ponctué d'interventions et d'illustrations de Stéphanie. Et notre but à nous, c'est d'essayer de comprendre comment tu marches, comment tu réfléchis, comment tu prends tes décisions. Alors, c'est parti. Tu as grandi à Paris. Tu étais plutôt un enfant sage et bon élève. Très vrai. C'est Un vrai vrai. Parisien. Hein, et ben voilà. Et merci de l'invitation. Je ne l'ai pas dit au début, je n'ai pas eu le temps de le placer, mais merci. Très bien, je suis très heureux, moi, justement, parce qu'on va voir toutes les raisons qui font que justement tu es pionnier dans ton domaine, dans ton industrie, et que tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Alors après tes études en prépa au lycée Henri IV, puis en master à HEC, tu commences ta carrière dans un grand groupe, chez General Electric. Comment tu as vécu l'expérience ? Je ne veux pas leur faire de tort, mais pas très bien. Pas très bien. Je suis rentré dans le graduate programme. C'est ces programmes où tu fais différents métiers en 6 mois. Oui. Et j'ai démarré dans une branche comptabilité, à faire des Excel jusqu'à tard le soir dans une tour à la Défense pour réconcilier des notes de frais. Et je me suis dit que j'étais pas au bon endroit. Il y a sûrement des gens à qui ça plaît, mais en tout cas, moi, je me suis dit, voilà, ça, c'est pas pour moi. Et je me regardais dans le miroir aux toilettes de chez G. Je me dis, il faut que tu te casses. Et effectivement, je suis parti assez vite. En 2010, c'est donc un premier déclic qui te fait changer de secteur et passer à un métier de terrain. Le premier déclic, c'est ce que tu viens de nous décrire et tu deviens chef des ventes pour Bio C'est Bon. Tu ouvres 4 magasins pour l'enseigne. Qu'est-ce que tu as appris sur toi à ce moment-là ? J'ai appris que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de bon sens. C'est que du bon sens et du travail. Le patron de Bio C'est Bon était quelqu'un de très inspirant, 70 ans, et qui m'a appris beaucoup de choses. Et ouais, exactement. Et je connaissais rien. Voilà, c'était mon premier job. Et je m'occupais de recruter des équipes, d'installer des frigos, des clims, de commander des meubles pour les magasins. Enfin, c'était vraiment très pratico-pratique. Mais j'ai adoré ça, en fait. J'ai compris que j'aimais bien. Voilà, et si je faisais pas bien mon boulot, les gens pouvaient pas entrer dans le magasin, pas faire leurs courses, et il fallait trouver des solutions, quoi. Donc j'aimais bien ce côté très concret, pratico-pratique, et j'ai compris que je voulais, voilà, monter ma boîte, être entrepreneur, et finalement c'était pas si compliqué. Il fallait juste, voilà, faire marcher sa tête et mettre du temps et de l'énergie. Alors, un seul contact avec l'entrepreneuriat et tu as décidé que ce serait ta voie, la voie que tu emprunterais. Alors, bon, tu as aussi une forme d'urgence en fait à agir qui t'anime un peu de manière permanente. Ça vient d'où tout ça, tu penses ? Moi, j'ai une histoire familiale où j'ai mon père qui a eu un accident de voiture grave quand j'avais 5 ans. Et donc, lui, il a eu son accident à 33 ans. Donc, forcément, j'ai grandi avec ce compteur de ta vie peut absolument changer du jour au lendemain. Et voilà, si tu profites pas de maintenant, voilà, tous tes plans peuvent tomber à l'eau parce que tu as fait plein de plans sur la comète. Et puis, finalement, un jour, ta vie change du tout au tout. Donc, voilà, je crois que j'ai grandi avec ça. Et c'est effectivement cette espèce d'urgence. Je parle vite, je fais beaucoup de choses vite. C'est un peu chiant, j'essaie de bosser là-dessus, mais j'y arrive pas. Et ouais, c'est effectivement, on décrit souvent comme l'urgence de faire les choses. Et ça, je crois qu'il me faudra encore pas mal de temps de thérapie pour calmer le jeu. Mais ouais, ça, c'est ce qui fait que j'essaie de vivre les choses à fond et d'aller vite dans ce que je fais. Tu fais vite mais bien. Ouais, j'essaie de 80-20. J'essaie de trouver vite et au bon niveau d'exigence. Oui, parce qu'en plus, il y a, dans la vitesse, il peut y avoir la précipitation, Ouais. mais il faut quand même faire les choses de manière à ce que ça soit suffisamment solide, Ouais. mais suffisamment rapide pour pouvoir tester, savoir s'il faut changer de chemin ou pas. Ouais. Comment tu considères, toi, l'urgent et l'important ? C'est tous les jours. une très bonne façon de réfléchir, urgent, important, pour prioriser les choses. Je pense que parfois, je peux peut-être manquer un peu de vraiment bosser sur les trucs importants. Et d'ailleurs, dans les entrepreneurs, je pense qu'il y a différents profils. Il y a des gens qui sont bons au tout démarrage, des gens qui sont bons derrière quand ça devient plus structuré. Moi, je pense que je suis bon dans le côté 0 à 100, quoi. Dans le côté, j'aime bien les projets, j'aime bien voilà, construire une idée, lui donner vie, la faire grandir. Et on en reparlera, mais dans le parcours du style français, c'est sûr que le passage d'une start-up à une PME un peu plus installée dans son marché, je trouve que c'est vachement difficile. Bon, et donc tu perds pas de temps, puisque dès janvier 2011, tu fondes le Slip Français. Alors,
Pourquoi des slips? Pourquoi des slips? Franchement, c'est vraiment la vraie histoire que je raconte à chaque fois. C'est un pari avec des potes. En gros, je me dis: «Je suis chez Bio, c'est bon». J'ai envie de monter ma boîte. Je me dis que j'ai toujours bien aimé les fringues, toujours bien aimé la mode et évidemment, je me dis qu'internet va transformer la façon dont ce métier fonctionne. Pour te dire, à ce moment-là, Instagram n'existe pas en France, sans te parler de TikTok. Donc pour te dire quand même ce qui s'est passé dans cette industrie. Et je me dis: «OK, la mode, en fait, pour démarrer, tu as besoin d'un stock de départ, d'un nom de marque, d'un logo et puis tu te lances avec, quelques milliers d'euros en poche, tu as pas besoin de grand-chose». D'ailleurs, il y aura toujours de nouvelles marques qui se lancent. Et je me dis: «Par contre, on va quand même essayer de mettre un peu les chances de mon côté» et je me dis: «Bah, le sous-vêtement, en vrai, c'est un marché énorme. Calvin Klein Underwear, ça fait 3 milliards, le groupe Éminence, ça fait 130 millions de chiffre d'affaires» et je me dis: «En fait, le sous-vêtement, c'est petit, c'est léger, ça s'essaye pas». Donc finalement, le vendre sur internet ou le vendre dans une boutique, c'est la même chose et surtout, on est très fidèle à une marque de sous-vêtements. Je te demanderai pas, hein, Fred, depuis combien de temps tu as testé le français, mais normalement, surtout les mecs, on est très fidèles à une marque de sous-vêtements, on en change peu. On renouvelle, mais on change peu de marque. Et du coup, je me suis dit: «Ouais, il y a un truc à faire» et si je raconte le savoir-faire français, moi j'avais en tête, Lacoste, Petit Bateau, Aigle, Louis Vuitton, Hermès, tout ce côté, voilà, de savoir-faire français, de rêve à la française. Je me dis: «Si je mets ça sur les réseaux sociaux et que je le raconte, dans un sous-vêtement, il y a moyen de faire un truc». C'est parti de là, voilà, d'un part avec des potes, de dire: «Je vais faire une marque de slip», mais non, ça marchera jamais. C'est vrai que les hommes cherchent aussi une sorte de fiabilité, pas forcément. De renouvellement, pas forcément à l'infini, vraiment de fiabilité, de commodité, c'est simple, je prends un pack de 5 et tous les 18 mois je reviens et merci et c'est effectivement ce qu'on vit. Alors à partir de là, tu as construit les piliers d'une marque de référence sur le Made in France, Stéphanie. Effectivement, la relocalisation, c'est le pilier du slip français, des matières premières locales et éco-conçues en passant par la production et la confection. L'objectif, c'est de réinventer l'industrie textile en fabriquant tous les produits à moins de 250 km du consommateur. C'est votre promesse. En tout, vous travaillez avec 80 ateliers partenaires qui fabriquent 800 000 pièces par an. Et en 10 ans, eh bien, la gamme elle a évolué, évidemment, avec des sous-vêtements pour hommes, mais aussi pour femmes, des maillots de bain, du prêt-à-porter et même une gamme sport. Aujourd'hui, le slip français, c'est 21 millions d'euros de chiffre d'affaires, 110 salariés, une vingtaine de boutiques et la rentabilité qui a été atteinte en 2018. Exactement. Qu'est-ce qui t'anime autant dans la culture française, dans le France tout court? Ça, pareil, c'est quelque chose que j'aurais du mal à décoder. Moi, j'ai beaucoup lu Romain Gary, Joseph Kessel, toute cette époque-là. La biographie de Oui, qui sont deux auteurs qui sont en fait nés à l'étranger, Exactement. l'un en Lituanie, l'autre en Argentine, Ouais, exactement, Joseph Kessel. et qui sont venus en France après. Exactement, qui sont venus en France début du XXe siècle avec voilà, toute une génération de gens pour qui des étrangers, et moi une partie de ma famille est arrivée en France à ce moment-là, et pour qui ces gens-là, la France, c'est les Lumières de la France, c'est l'humanisme, voilà, c'est des gens qui ont un amour déraisonnable pour la France, et je crois que j'ai reçu une partie de ça, je ne sais pas trop comment. Et voilà, l'histoire de Citroën, l'histoire de l'aéropostale, de Jean Mermoz, toutes ces épopées industrielles complètement dingues où en fait des gens prenaient des risques pour tester des choses auxquelles ils croyaient. Et des exploits industriels qui sont devenus des exploits commerciaux. Si on prend le cas de Citroën, le truc est dingue, hein. Citroën, c'est l'innovation technique par le produit. C'est le premier à avoir imaginé la publicité sur la Tour Eiffel. Voilà, c'est des gens qui ont, à chaque fois, c'est le premier qui a inventé le système de leasing pour les voitures. Donc, c'est des gens qui ont révolutionné leur métier, leur industrie, qui se sont rendus souvent utiles aussi dans les efforts de guerre. Enfin, voilà, c'est des gens qui ont marqué l'histoire de leur pays. Et bizarrement, je ne sais pas t'expliquer pourquoi, je suis sensible à ça. Et la France, pour moi, résonne de ça. Et c'est ça que j'avais envie de mettre dans la marque aussi française. Alors, ce qui est encore plus bizarre, c'est que je mets ça avec un slip. Alors, tu vois, ça fait quand même collision de planètes bizarre. Mais oui, je suis très attaché à cette idée de la France et de ce que je peux faire pour mon pays. Et d'un point de vue très citoyen, tu vois, il n'y a aucun parti pris politique là-dedans. C'est vraiment, en fait, je suis attaché à mon environnement, là où j'ai grandi, et à cette idée que c'est un pays magnifique qui porte des valeurs d'ouverture, d'innovation qui sont assez dingues. Alors, ce que tu aimes bien, c'est le panache aussi, Voilà. le panache français. Le Comment panache, tu le décrirais? Le panache, c'est la bravoure, il y a une certaine forme d'inconscience et d'audace. Il y a vraiment, on ne sait pas si ça va marcher, mais on y va. J'aime bien la définition de l'aventure. L'aventure, c'est une entreprise extraordinaire qui a parfois des aspects mythologiques dont on ne sait pas si elle va réussir. Il y a vraiment ce côté de... Tu tentes des trucs, parfois presque pour la beauté du geste, tu ne sais pas si ça va marcher, mais tu y vas parce que tu y crois. Et ouais, bizarrement, moi, ça, c'est des aventures chevaleresques, ça me fait rêver. Et le slip, aussi improbable que ça puisse paraître, en est une, de dire en fait, ce sous-vêtement, c'est un symbole. C'est aujourd'hui... c'est pas juste une marque de sous-vêtements, c'est une marque qui montre qu'on est capable de fabriquer en France. Et effectivement, tu le rappelais, on est
on est jusqu'au boutiste. On tricote, on tisse, on découpe, on ennoblit, on teint, on confectionne, on fait tout en France. Et en fait, personne ne fait ça. Plus personne ne fait ça. En 30 ans, on est passé de 600 000 emplois dans le textile à 100 000 parce qu'on est parti fabriquer de plus en plus loin pour payer de moins en moins cher. On pourra évidemment en revenir, mais alors qu'on avait le savoir-faire en France. Et vraiment, encore une fois, c'était mieux ici. C'est juste de dire, en fait, on a les savoir-faire, on est capable de fabriquer localement, effectivement, à moins de 250 km. Ça génère moins de carbone, ça crée de l'emploi. C'est un certain bon sens un peu paysan, mais ou commerçant, mais qui résonne chez moi. Tu as d'autres marques ou d'autres peut-être événements à venir qui, pour toi, représentent la France? Alors nous, on a différents événements forts. On est la licence officielle du 15 de France et de France Rugby pour la Coupe du Monde de rugby. Alors moi, il se trouve que je joue au rugby depuis longtemps. Je suis demi de mêlée, donc ça se voit pas forcément sur la carrure, mais j'adore ce sport. Et donc on est hyper fiers d'être licencié officiel du 15 de France pour la Coupe du Monde de rugby. Donc pour ceux qui savent pas, la Coupe du Monde de rugby, c'est à la rentrée en septembre et octobre en France. Et on va être champion du monde. Voilà, premier match contre les All Blacks le 8. Et derrière, on a la licence officielle pareil pour Paris 2024. Et moi, je ne sais pas si on passe un extrait ou pas, mais il y a une vidéo que j'adore qui est Ouvrons grand les Jeux de Paris 2024, où en fait, on a un condensé d'histoire de France. Voilà, il y en a quelques images. Voilà, donc on est bien licencié officiel, on n'est pas un partenaire. Mais je trouve que cette vidéo, elle est dingue. Elle représente tout ce qui te fait vibrer dans la France? Ouais. En fait, il y a de l'art, il y a de la cuisine évidemment, il y a du sport, il y a des performances, il y a Simone Veil, il y a le Panthéon, il y a tout ce qu'on peut imaginer de moderne, d'innovant. Il y a évidemment Je suis Charlie. Et voilà, il y a tous ces moments-là de vie en fait du peuple français. Et moi, franchement, quand je regarde cette vidéo, je l'ai déjà vue 200 fois, le Tour de France évidemment, elle m'émeut. Donc voilà, elle me donne envie de me dépasser et d'aller encore plus loin avec mon slip. Donc moi, je vois ça, j'ai envie de faire partie d'une partie de cette histoire. Alors, au-delà de cette ode à la France, tu es aussi animé par l'impact. Alors, quel est le lien entre changer le monde et changer la mode? Et changer de slip. Et changer de slip aussi. Ouais. C'est assez simple pour te donner quelques chiffres. En France, il y a 3 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché par an. Ça veut dire que tu prends les sorties de caisse de tous ceux qui fabriquent et vendent des vêtements. C'est 3 milliards. Sur ces 3 milliards, on en fabrique en France seulement 3%. Dit autrement, 97% des vêtements qu'on achète à l'année en France viennent d'ailleurs. C'est économiquement, voilà, on a quelques et voilà. Et économiquement, du coup, on crée pas d'emplois, on fait venir des containers de choses qu'on va jeter, qu'on va pas utiliser. On achète à 6 mois ou 12 mois, donc on se plante, on fait de la décote, des soldes du Black Friday, et derrière les fringues finissent non portées dans des placards, et elles repartent au bout du monde, donc il y a tout un système qui ne fonctionne pas. Et évidemment, c'est ce qu'on voit à l'écran. Il y a un vrai sujet d'impact carbone, puisque vous l'avez à gauche, un t-shirt made in 100% ailleurs, c'est 10 kg de CO2. Et un t-shirt made in France, dont l'origine de la fibre, là on voit le Bangladesh, c'est là où pousse le coton, qui ne pousse pas en France. Donc quand on prend un coton qui pousse au Bangladesh ou ailleurs, et dont le fil arrive en France et qu'on fait toutes les étapes après, tissage, tricotage, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, en France, on émet seulement 5 kg de CO2. Donc on voit par ce graphe, et encore une fois, on voit la source, c'est pas le site français, c'est Wikicarbone et l'ADEME. Quand on fabrique un vêtement en France, on peut émettre jusqu'à 50% de CO2 en moins. Donc ça crée de l'emploi, c'est plus local, on fabrique moins, on fabrique mieux. Ça coche toutes les cases de changer la mode pour changer le monde à partir d'un slip. Alors, la communication qui est attendue d'un dirigeant, c'est pas seulement sur les valeurs de l'entreprise et sur son impact. Tu dois parfois gérer des crises. Est-ce que tu peux nous parler du bad buzz de 2020? Oui, une crise est un des moments les plus difficiles à vivre en tant qu'entrepreneur. Crise qui nous arrive de quelque chose d'externe, donc 2 salariés dans une soirée privée ont un comportement qui dérape et qui, encore une fois, dans un cadre privé, donc qui n'a rien à voir avec la boîte et qui sort sur les réseaux sociaux et qui vient impacter l'entreprise. Et les gens font l'amalgame entre la soirée privée blackface de 2 personnes, effectivement salariées de l'entreprise, et l'entreprise. Et là, je me retrouve au cœur d'une crise assez complexe, parce que crise de communication, crise juridique, de comment est-ce qu'on va traiter le cas particulier de ces 2 personnes, crise de business et crise évidemment humaine, la première d'ailleurs, de l'équipe, en fait, de dire on a 120 salariés, certains sont à Marseille, d'autres à Bordeaux, d'autres à Toulouse, d'autres à Paris, certains connaissent les 2 personnes, d'autres non. Donc voilà, franchement, situation compliquée à gérer, on a essayé de gérer ça de notre mieux. Et voilà, et je pense que la seule vraie bonne réponse, c'est pour nous tous en tant que citoyens, de dire en fait, cet événement n'a rien à voir avec l'entreprise, en fait. Et je pense que si je dois tirer une leçon quelques années plus tard de ça, c'est de dire, ouais, en fait, de vraiment mettre les règles claires entre la vie privée des gens et l'entreprise. Et je pense que
On le voit aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact très fort chez les jeunes, chez d'autres. Et je pense que, pareil, aujourd'hui, on doit tous un peu prendre du recul par rapport à ça et garder notre sang-froid, du recul. Et c'est pas évident dans ces moments-là parce qu'on est un peu pris dans un tourbillon. Donc voilà, on a fait de notre mieux pour gérer ce moment-là. Mais voilà, ce que j'aurais dû plus peut-être rappeler à ce moment-là, c'est dire en fait, ça n'a rien à voir avec la boîte. Ça n'a rien à voir. Et donc, tu es ressorti de cette épreuve grandi et prêt à gravir, Toujours. du coup, une autre montagne, une autre crise, puisque c'était juste avant la crise suivante, qui était celle de la pandémie, que vous avez grimpé avec brio. Stéphanie. Effectivement, quand la crise du Covid arrive, vous proposez de mettre le savoir-faire textile à disposition de l'État pour faire des masques. Et pour ce faire, eh bien, en fait, vous avez créé l'association Savoir-faire Ensemble. L'objectif, c'est de fédérer toute l'industrie textile. En tout, 1450 entreprises du secteur ont confectionné plus de 200 millions de masques et 15 millions de blouses. Une prouesse opérationnelle que vous avez réalisée à partir d'un simple Google Sheet. D'ailleurs, Google en a fait une étude de cas. Aujourd'hui, l'association s'est rebaptisée Savoir-faire Ensemble pour marquer la fin de sa mission d'intérêt général liée aux masques et développer de nouveaux projets. Au-delà de la réindustrialisation, l'association pousse désormais encore plus en faveur d'une mode locale et durable. Très bien résumé. Et une expérience effectivement dingue, parce que contexte hors norme. Et en fait, moi, je vois dans les premiers jours du Covid, chacun se met un peu en confinement. On comprend que les boîtes vont être à peu près aidées par le gouvernement, avec BPI qui a fait évidemment une action remarquable. Les PGE, tout ça a été, Les prêts garantis par l'État. a été très très bien mis en place très vite. Et donc je comprends que globalement, on va être soutenu en tant qu'entreprise. Et je vois le sujet des masques qui émerge très vite dans les 2 premiers jours. Et là, je comprends qu'en fait, ça va être un bordel monstre pour fabriquer des masques, puisque c'est un produit que la filière textile française ne connaît pas, qu'il va falloir fabriquer très vite en grand volume, avec les contraintes de catégorie 1, catégorie 2. Il fallait que ce soit respirant, filtrant. Donc, où trouver cette matière pour le fabriquer ? Toutes les questions administratives ou organisationnelles autour de ça, où trouver les confectionneurs, les fabricants en matière, des choses toutes bêtes, mais à quel TVA le vendre, à quel prix, est-ce que je le vends d'abord aux hôpitaux, aux écoles ou aux magasins à côté de chez moi, comment sécuriser le personnel qui vient travailler, parce qu'il faut se rappeler quand même dans les conditions, le 20 septembre 2020, les couturières qui viennent bosser à l'usine, franchement, c'était un sacré courage. Et du coup, on s'est mobilisé auprès de Bercy pour structurer cette filière et créer ce fameux fichier Google Sheet, cette boucle WhatsApp et des outils digitaux pour faire en sorte que tous les parties prenantes de cet effort de guerre, parce que c'est exactement ça qui s'est passé, puissent travailler le plus efficacement possible sans avoir à remonter par Bercy à chaque fois, trouver la matière, les confectionneurs et trouver dans quel ordre de priorité il fallait servir les besoins. Et c'est vrai que ça a été une aventure dingue, ça a duré 18 mois. On s'est mobilisé sans compter les heures, de façon tout à fait bénévole. On a mobilisé plus de 20 personnes, l'équipe du Slip, pour animer ce fichier et appeler tous les ateliers en disant: est-ce que vous avez vos codes d'accès, est-ce que vous avez compris comment ça marche, mettez vos quantités. Oh, merci, trop bien, ça nous aide, on gagne beaucoup de temps. Et voilà, et moi, c'est la plus belle étoile à mon maillot, sans mauvais jeu de mots, au-delà de tout. D'avoir réussi à être utile pour le grand public et pour mon pays à ce moment-là, dans un contexte hors norme. C'était ton effort de guerre à toi. Ouais. Alors, le slip français, tu l'as prouvé avec l'épisode des masques, maîtrise la filière. Vous travaillez avec 80 partenaires et vous vous placez en chef de file de ce renouveau textile avec notamment les ateliers du slip. Alors, en quoi ça consiste, les ateliers du slip ? Alors, c'est un deuxième métier qu'on a lancé effectivement après le Covid, depuis une petite année maintenant. En fait, on est donc une marque B2C avec nos boutiques, notre site web. Et en fait, depuis le Covid, le contexte économique, tu reparlais de la thèse macroéconomique. En fait, depuis le Covid, le contexte économique a beaucoup changé. Les prix des matières premières ont explosé. On voit une inflation généralisée sur tous les postes. Le coût du transport, il est redescendu depuis, mais il avait explosé. Le coût de l'énergie est un peu redescendu, mais il avait explosé. Le taux de change euro-dollar est incontrôlable et incontrôlé. Et derrière arrivent les contraintes environnementales où, en France, d'ici 12-18 mois, arrive la loi AGEC qui va imposer un affichage environnemental sur les vêtements. C'est-à-dire que le graphe qu'on a vu tout à l'heure, l'émission carbone, sous une forme ou sous une autre, arrivera un score environnemental sur l'étiquette. Donc là, quand on prend tout ça... un peu comme le Nutri-Score qu'il y a déjà sur les aliments. Exactement. Et donc, quand vous êtes metteur, fabricant de vêtements et que vous mettez une partie de ces 3 milliards de vêtements par an sur le marché français, vous vous dites en fait,
économiquement, je suis moins compétitif à l'import, je le maîtrise moins, c'est loin, je ne maîtrise pas mes appros, ça me coûte plus cher, j'ai la contrainte environnementale. Donc en fait, en tant que grande entreprise ou petite, vous prenez la décision stratégique de dire, OK, je vais relocaliser, prochain port, 25% de mes achats, et puis en France, 5%. Et donc, aujourd'hui, on est approché, on discute avec des gens comme Auchan, des gens comme Célio, des gens comme Damar, qui disent, OK, en fait, nous, on veut relocaliser une partie de notre production en France, sauf qu'on ne sait plus faire ce métier. On a désappris à faire ça. Aidez-nous à le faire. Et voilà, et à force d'avoir 2, 3, 4 sollicitations LinkedIn, on s'est dit qu'on allait en faire un métier. Donc ce métier s'appelle les ateliers du slip, qui est déjà à presque 1,5 million de chiffre d'affaires sur cette année 2023, en à peine en 6 mois, un petit 6 mois, et plus de 100 000 pièces produites avec cette vertu carbone, puisque forcément ce qu'on fabrique, c'est ce qu'on aurait fabriqué ailleurs. Donc voilà, on est hyper fiers de ce démarrage. Et effectivement, c'est un pivot, comme on peut dire, B2B, ou un complément de métier en B2B en parallèle de la marque. Et alors avec ce déploiement industriel, vous valorisez les matières produites localement, comme le chanvre, et vous faites de l'innovation produit, comme le maillot de bain créé avec l'apnéiste Guillaume Néry. Et vous inventez aussi, alors on va le voir, le slip automatique. Alors c'est quoi le slip automatique? Slip automatique. Alors à Guillaume Néry, on est un peu calé dans la panque sur la R&D, donc il faut qu'on relance, mais on n'a pas encore toutes les pistes qu'on voudrait. En tout cas, le slip automatique, c'est un slip qui est en tricotage seamless. On voit la machine à l'écran. Donc en fait, c'est un peu comme une chaussette. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une machine à chaussettes, mais donc on tricote tout le corps du sous-vêtement depuis le haut. Le dessin, le slip français est intégré dans le dessin du tricotage. C'est avec notre partenaire Enitex à Riorges, dans la Loire, et qui est à côté de Lyon, comme son nom n'indique pas forcément. Et ils ont fait l'investissement de plusieurs millions d'euros pour installer 8 machines seamless qui sont les premières en France. C'est du tricotage automatique, donc voilà, le fil fabrique le boxeur que vous avez à gauche automatiquement, et il n'y a plus qu'à faire 4 points de couture en bas pour fermer le boxeur. Ça économise 30% d'eau, 15% de temps de fabrication, et beaucoup moins de déchets aussi, donc c'est super vertueux. Oui, c'est 30% de déchets en moins. Ouais, 30%, ouais, 30% de déchets en moins. Et donc voilà, c'est un sous-vêtement qui est au porté un peu différent, mais en termes d'innovation, c'est assez fort. Mais alors face à ces innovations, on trouve la fast fashion. Et on a une question surprise pour toi posée par Jacques-Antoine Granjon, le PDG de VP. On regarde tout de suite. Bonjour Guillaume. Tu as créé une très jolie DNVB avec le slip français, fondée sur la fabrication en France. Au même moment, tu lances désormais des projets sur la fabrication française, le Made in France qui te tient à cœur. J'aimerais savoir comment expliques-tu cette contradiction qui existe chez les jeunes aujourd'hui, de vouloir mettre en avant une consommation responsable, et qui critiquent d'ailleurs leurs aînés là-dessus, et qui au même moment se rue sur la plus grande DNVB au monde qui s'appelle Shine. Est-ce que malheureusement, ce n'est pas à la fin le prix qui écrase tout? Très bonne question, je t'en parlais tout à l'heure. Et Jacques-Antoine, qui est très sympa de poser cette question, il répond toujours positivement à mes projets, il nous soutient. Et voilà, et c'est agréable d'avoir des gens qui sont capables de s'engager, de décider, donc je le remercie. Et d'ailleurs, il fait partie des gens qui nous soutiennent dans le projet dont je parlerai tout à l'heure. Pour moi, le maître mot, c'est en fait ce qu'on appelle dans notre métier la désirabilité. C'est le maître mot des marques du luxe. La désirabilité, c'est si quelque chose te fait envie, en fait, quelle qu'en soit la fabrication et ce que ça veut dire derrière, tu vas l'acheter. Et en fait, le vêtement, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même ce rôle social, en fait, de dire qui on est, de porter des valeurs, de représenter quelque chose. Et donc, en fait, c'est trop facile de dire les jeunes, ils achètent sur Shein et leur taper dessus. En fait, dans un contexte économique compliqué, avec peu de pouvoir d'achat, ils ont envie, comme tout le monde, d'exister, de se différencier. Et donc, ils achètent chez eux, tout en voulant défendre le local et aller défiler à la marche pour le climat. Et la contradiction, elle est qu'aujourd'hui, on a tous très intégré dans nos systèmes que pour exister, représenter, il faut des vêtements nouveaux, il faut paraître. Et voilà, et c'est comment est-ce que soit des marques locales émergent et donnent très envie et sont très fortes, et c'est possible, et c'est ce qu'on essaie de faire, soit de l'autre côté, et ça monte aussi, la seconde main, on voit qu'il y a d'autres usages qui émergent. Entre les deux, c'est le rôle tellement important du vêtement, en fait. Et ça, je pense que c'est ce qui finit par dire. Est-ce que c'est pas le prix qui emporte tout? Je pense pas que ce soit le prix. Je pense que c'est parce que on parle de Shein, mais on peut parler des baskets de collection Air Jordan qui sont vendues à des milliers d'euros. Et les jeunes arrivent à trouver les moyens d'acheter ça, alors ou les téléphones sur lesquels on va mettre 1 000 euros. Donc je pense que pour moi, c'est
le pouvoir qu'ont les marques à attirer les consommateurs. Et je pense que c'est ce maître mot de désirabilité, qui est très français d'ailleurs. Hein. Donc voilà, je pense que l'enjeu, c'est comment créer des marques locales qui sont aussi puissantes en termes de désirabilité que les autres. Et c'est la fin de ce tête-à-tête. Merci beaucoup, Merci Guillaume. de l'invitation. Merci pour tout. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour le pitch.